on nous a posé la question, qu'est-ce que c'est une famille autochtone? OK? Et la raison pour laquelle nous avons trouvé pertinent cette question est que même si, vous le savez, la famille est un concept central dans la culture autochtone, il est un peu surprenant, mais il y a très, très peu d'études qui ont regardé cette question de façon systématique et quantitative. Donc, Guillaume va vous parler un peu plus de toute cette littérature, de la pertinence un peu de notre recherche. Et donc, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Ce sont des études préliminaires, c'est une recherche en cours. Et ensuite, moi, je vais vous parler donc de la méthode que nous avons développée et on va partager la présentation des résultats. Donc, c'est ici. Bon, bonjour tout le monde. En fait, je voulais remercier premièrement le SIX d'organiser la journée. C'est vraiment instructif et construit. Puis aussi toutes les personnes qui ont présenté. J'espère qu'on va en avoir d'autres comme ça. Donc, comme Simona m'a dit, dans le fond, je vais vous présenter un peu pourquoi la pertinence de notre recherche, et ainsi de suite. Dans le fond, pourquoi est-ce que l'analyse des structures familiales sont importantes? Je vais commencer plus à large, plus de niveau général. Donc, premièrement, on peut voir que dans l'analyse de la pauvreté, c'est vraiment important. On va parler du bien-être des enfants, mais aussi de la santé mentale. C'est aussi bon pour analyser le rendement scolaire et aussi pour les conditions de la femme, par rapport aussi aux violences conjugales et ainsi de suite. Puis on doute bien aussi par rapport aux Autochtones que toutes ces thématiques-là, ben, ils sont vraiment importantes aussi et il valent la peine d'être poussées et recherchées. Donc, la classification des structures familiales de Statistique Canada proviennent de deux documents. Provenaient de deux, mais là, je vais en expliquer juste une. Effectivement. Donc, c'est principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements, la deuxième révision des Nations Unies. Dans le fond, à partir de ça, Statistique Canada a construit, je pense qu'il y en a plus, mais les trois principales que j'ai retenues, c'est trois catégories de familles. Donc, on a la famille de recensement et les catégories que nous avons le couple ou la famille monoparentale. Pour la famille économique, nous avons le couple, la famille monoparentale ou autre. Et pour la famille recomposée, nous avons la famille recomposée simple ou complexe. Dans le fond, c'est ça. On a une espèce de classification unique pour chaque ménage qui est autochtone et non autochtone, mais pas pour chacun, un et l'autre. Donc, ici, c'est un article de Annie Turner qui travaille avec Michael, je pense. Dans le fond, à SASD. Dans le fond, elle a fait un article sur les structures familiales chez les enfants de moins de 14 ans dans les ménages privés. Donc, premièrement, il faut faire attention parce que notre recherche, nous, va porter sur les adultes. Il faut faire attention par rapport aux comparaisons. Mais je pense que c'est quand même intéressant de voir ça d'un point de vue, justement, du côté des enfants. Donc, on voit ici que le premier rond ici que j'ai mis, c'est les enfants qui vivent avec les deux parents. On voit que c'est dans 50% des enfants vivent dans ce type de ménage. Tandis que pour les non-autochtones, ici, c'est un peu effacé, c'est 76%. Dans les familles monoparentales, on voit que c'est 34,4%. Tandis que pour les familles non-autochtones, c'est 17,4%. Et finalement, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre aussi, c'est dans les familles sans génération intermédiaire, donc les grands-parents qui vivent avec leurs petits-enfants. On voit ici pour les Autochtones, c'est 2,7% des cas, et tandis que les non-autochtones, c'est 0,4%. Bon. Dans le fond, pourquoi est-ce que nous pensons avoir besoin d'une nouvelle classification? Comme tout le monde le sait, il existe des différences culturelles de la vision de la famille, puis des valeurs aussi qu'on pourrait ajouter entre les Autochtones et les non-Autochtones. Le concept de la famille étendue représente beaucoup plus cette vision-là que la famille nucléaire, même si la dernière reste le modèle dominant chez les Autochtones. Il faut aussi faire attention de distinguer bien la définition institutionnelle de la famille, qui a des buts statistiques et légaux, donc la définition qu'on se fait à Statistique Canada, à l'ISQ, peu importe les agences statistiques, et la définition personnelle, donc qui est une conception beaucoup plus dynamique des relations familiales. En général, les classifications de Statistique Canada rendent compte de la majorité des structures familiales, mais pas totalement de la diversité à l'intérieur de chaque catégorie. Donc, c'est là-dessus que moi et Simona, on a essayé de pousser un peu plus cet article-là. Dans le fond, ce que nous amenons ici, nous autres, c'est le concept de la configuration familiale. Dans le fond, notre objectif, c'est un peu de dépasser les catégories prédéfinies des structures familiales de Statistique Canada et de décrire les configurations familiales des Autochtones en utilisant les données brutes du questionnaire ménage. Donc, en fait, ce que nous faisons, nous autres, c'est d'avoir une approche bottom-up par rapport à une approche top-down. Donc, pour notre étude, on va utiliser les données de l'APS de 2012 et peut-être possiblement avec une évolution dans le temps avec les 1991-2001 aussi.
pense que c'est ça. Je vais te laisser la parole, Simone. Okay. Donc là, ne t'inquiète pas, on ne fait pas de comparaison autochtone. On est autochtone ici. On reste à l'intérieur du groupe des autochtones. Et donc, pour comprendre un peu ce que nous avons fait, je vous reprends, c'est un autre type de questionnaire ménage. Tous les questionnaires ménage, des recensements et des enquêtes ont toutes plus ou moins la même façon. C'est un tableau, OK? C'est la première chose qu'ils ont rempli, généralement, dans un recensement, dans une enquête, pour énumérer tous les individus qui résident dans le ménage. C'est là une approche de jure de facto, ça dépend. En commençant par le chef du ménage ou par le répondant. Okay? Dans l'APA que nous utilisons, c'est le répondant. Ce n'est pas nécessairement le chef du ménage. Et la position des individus dépend de leur relation avec la personne sur la première ligne. Okay? C'est comme ça partout. Il y a une seule exception sur laquelle je vais revenir à la fin. Okay? Pourquoi on se ramasse toujours à utiliser des catégories prédéfinies pour les structures familiales? Okay? L'approche de Statistique Canada, c'est l'approche de toutes les autres enquêtes. Parce que si vous regardez déjà ce petit tableau, généralement le tableau se rend jusqu'à 20 lignes. Okay? Les données brutes du questionnaire ménage, tout le monde le sait, sont très difficiles à travailler. Et en effet, ils ne sont jamais inclus dans les microdonnées publiques. Okay? Donc, c'est pour ça que nous avons dû utiliser, en fin de compte, le fichier maître de l'enquête sur les peuples autochtones. La raison pour laquelle ils sont difficiles à travailler comme données est que quand vous travaillez sur une base de données, c'est généralement une base de données individuelle. Vous avez une ligne par individu. Okay? Et c'est très difficile donc de travailler au niveau du ménage si vos données sont enregistrées pour des individus dans ce ménage. Okay? Et que j'ai déjà vous ai dit qu'en général, les données brutes, vous avez en principe pas accès. Okay? Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, ce que nous voulons était d'oublier la variable dérivée. On a parlé, la variable dérivée okay, sur la structure du ménage, le DV, qui me dérange aussi, et de dire, OK, oublions ça pour une seconde et regardons qu'est-ce qu'il y a okay, dans les questionnaires ménage. Qu'est-ce qu'on trouve? Et pour le faire, nous avons adapté une technique qu'on utilise généralement pour toute autre chose, qui s'appelle l'analyse des séquences. Le principe est que, voilà, c'est, disons, 2 lignes, OK, d'une base de données individuelle avec, les premières 5 variables, OK, de votre questionnaire ménage. Sur la première ligne, premier répondant, premier élément, vous avez le répondant, OK. Ensuite, généralement, vous avez en deuxième position son conjoint, potentiellement leur enfant, et supposons que la mère et la père du répondant habitent aussi avec lui, vous avez 5 personnes. La deuxième personne, il y a seulement le répondant et l'enfant de le ménage. Okay? Nous, ce que nous avons fait, nous avons converti ces fichiers dans un fichier en personnes membres du ménage. Okay? Donc, pour chaque individu, nous avons un nombre fixe d'observations qui correspondent au nombre de positions dans le questionnaire ménage. Dans le cas de l'APA, il y a 14 positions du questionnaire ménage. Donc, chaque individu devient 14 observations. Okay? Et donc, nous avons 14 lignes. Okay? Le premier répondant, le numéro 10, dans son ménage, qui sont les membres. Il y a le répondant lui-même, son conjoint, son enfant, sa mère et son père. Une fois que le fichier est structuré comme ça, nous pouvons utiliser des routines. Okay? Nous l'avons fait avec Stata. Il y a des programmes en R qui le font aussi, pour analyser ces séquences. Pour nous, c'est une configuration familiale, c'est pour ça que nous l'avons appelé comme ça. Et donc, on peut tirer un certain nombre de statistiques descriptives sur ces configurations. Nous nous sommes concentrés sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous vous présentons 2 résultats principaux de cet exercice qui correspondent à des statistiques descriptives très, très simples. Ça va dire les top 5 et les top 10 configurations familiales. OK? Ça va dire les 5 ou les 10 configurations familiales qui représentent la majorité des répondants. Et remarquez que ce n'est pas nous qui nous l'avons décidé. Okay? C'est comme les données se présentent. C'est vraiment une description des données. Quelle est la configuration familiale, la première, la deuxième, la troisième, etc. Donc, nous avons dû travailler sur le fichier maître de l'enquête auprès des peuples autochtones, parce que sinon, dans le fichier public, nous n'avons pas nos variables qui nous intéressent.
Donc, comme il a déjà été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, l'échantillon total comprend les enfants aussi, donc comprend 0 à 14 ans et 18 ans et plus. L'échantillon total non pondéré, c'est à peu près 30 000 personnes. Nous, parce que vous avez évoqué les difficultés des variables sur l'éducation, les variables du questionnaire ménage sont plaisir à travailler. Mais nous avons donc exclu pour cette raison les enfants, parce que les enfants dans les PA, ils ont été interviewés par proxy, c'est-à-dire que la mère qui a répondu, et donc les positions du questionnaire ménage ont été rentrées de n'importe quoi façon. Donc, en première position, quelquefois l'enfant, la mère, sans répondant, c'est pas clair. Donc, on a coupé à 18 ans, pour une autre raison aussi qui deviendra plus claire un peu plus tard. Et nous avons regardé les adultes pour lesquels les données brutes du questionnaire ménage sont relativement correctes. Et donc, nous avons dans notre effectif non pondéré, c'est 16 000 personnes, on ne peut pas le dire trop. Donc, c'est à peu près 60% de l'échantillon total. Pondéré, nous avons pour moitié, évidemment, les Premières Nations, un autre 45% des Métis et un petit 5% des Inuits. OK? Donc, les deux résultats principaux que nous allons vous présenter, donc, est à la fin, qu'est-ce que ça donne? Okay? Est-ce qu'on aurait pu se sauver l'exercice? Selon nous, non. Parce que ce que notre approche nous permet est de rendre compte vraiment de l'hétérogénéité des configurations familiales chez les Autochtones. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça donne par rapport à la variable dérivée des Statistiques Canada? Est-ce qu'on fait vraiment du progrès ou est-ce que c'est inutile enfin et on peut carrément utiliser la même variable? Pas vraiment. Donc, moi, je vais vous parler plutôt du premier résultat et Guillaume va vous parler plutôt du deuxième résultat. OK. Donc, pour le moment, donc ici, notre unité d'analyse est une configuration familiale. OK? La barre bleue représente l'ensemble des trois groupes. OK? Première Nation, Métis et Inuit. Et qu'est-ce que ces deux côtés de ce graphique vous montrent? Et quelle proportion des répondants, quelle proportion des ménages, les 5 configurations plus diffusées ou les 10 configurations plus diffusées représentent. Donc, vous voyez qu'avec les premières 5 configurations, vous comprenez déjà plus que 60% des répondants. OK? Donc, il y a une certaine hétérogénéité. Si vous vous rendez jusqu'à 10, vous avez déjà 80% de répondants. OK? Après ça, je ne peux pas vous présenter le reste des résultats. C'est un problème sur lequel je vais revenir à la fin. Le dernier 20% okay, des trajectoires qui nous manquent, on se rend dans les top 35-40. Okay? Mais on se rend dans des petits effectifs. Qui est le groupe autochtone qui a des configurations familiales plus hétérogènes? Ce sont les Inuits. Parce que eux, la barre ici, pour eux, les premières 5 configurations représentent seulement une moitié okay, des ménages. Les premières 10 sont 65. Okay? Donc, pas beaucoup. Les Premières Nations et les Métis sont plus ou moins semblables. Peut-être les Métis sont un peu moins hétérogènes dans leur configuration familiale que les Premières Nations, mais on est relativement proche. Donc, le groupe qui se distingue ici sont vraiment les Inuits. Ça, c'est top 5 et top 10 tout ensemble. Mais maintenant, donc, notre première configuration, la plus diffusée, qui représente le plus de répondants, est-ce qui représente combien de répondants, quelle proportion? Ce ne sont pas beaucoup de répondants. Okay? La première configuration familiale la plus diffusée que je peux déjà vous dire, c'est la couple avec enfants. C'est un couple avec enfants, couple marié avec enfants, représente seulement en moyenne le 17% de répondants. Ce n'est pas beaucoup, hein? Chez les Inuits, un peu plus. Chez les Premières Nations, un peu moins. Mais on est entre 15 et 20%. Ça, c'est la plus fréquente. Okay? Il n'y en a pas plus que ça. En deuxième position, qui ça varie d'un groupe à l'autre, vous vous rendez déjà presque en bas de 15%. Et quand vous arrivez à la 5e configuration familiale, vous êtes déjà dans le 5% des répondants ou des ménages. Si je vous montrerai, je ne peux pas vraiment, mais les autres 10, on s'est rendu en bas de 2%. Okay? Donc, il y a une très, très forte hétérogénéité. Même
la première configuration familiale, la couple marié avec enfant, représente moins qu'un quart des répondants au déménage. OK? Donc, maintenant, Guillaume va un peu vous dire, donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire pour la classification des statistiques Canada. Alors, dans le fond, ici, c'est quand on regarde chaque catégorie, disons qu'on regarde la première catégorie, comme Simona l'a dit, qui est le couple avec les enfants, on se rend compte que la catégorie un couple avec des enfants est assez diverse, en fait, est assez hétérogène, comme elle disait. Dans le fond, pour les Premières Nations, on voit qu'il y a un couple marié avec des jeunes enfants, c'est à 57%, tandis qu'il faut aussi prendre en compte les couples en union libre là-dedans avec des jeunes enfants. Et encore là, dans nos catégories, ce qu'il faut remarquer, c'est que les catégories dépendent toujours un peu de la génération du répondant. Donc, s'il fait partie de la génération 1, 2 ou 3, puis aussi par rapport à l'âge des enfants. Donc, on voit ici que le vert, juste en haut, dans le fond, c'est un adulte avec ses parents et des frères et des sœurs. Fait que dans le fond, c'est ses parents qui sont le couple marié, puis dans le fond, ses enfants, mais c'est des enfants adultes. C'est bien ça. OK. Dans le fond, on peut voir ici par rapport au groupe aussi qu'il y a des différences aussi intra-groupes. Disons qu'on prend pour une autre catégorie, donc qui sont les parents seuls avec enfants, donc des familles monoparentales, comme on dirait. Dans le fond, on se rend compte que ça n'explique pas totalement des parents seuls avec des enfants, parce qu'il faut aussi... Oh. Donc, il faut aussi prendre en compte aussi qu'il y a des adultes qui sont avec un des parents et des frères et des sœurs. Donc, c'est pas le répondant qui a des enfants, qui constitue la famille monoparentale, c'est son parent. Ça se peut, c'est pas nécessairement parce que le parent était dans une famille monoparentale, c'était peut-être parce que le conjoint est décédé ou peu importe. Alors, dans le fond, ce qu'on peut voir un peu les limites de Oui, tu vois. Je vais seulement dire un mot sur les autres deux graphiques. Quand vous pensez, chaque fois que vous pensez dans tous les rapports que vous lisez, l'image est la couple avec enfant qui va bien, les parents seuls avec leurs enfants qui vont pas bien. Et c'est vrai en général, on veut pas dire que c'est pas vrai, mais la chose est que les deux catégories des Statistiques Canada qui correspondent à cette vision ne contiennent pas seulement les couples avec les jeunes enfants qu'on associe généralement à cette vision, mais ils comprennent aussi une partie importante des adultes de 18 ans ou plus qui habitent avec leurs parents et peut-être avec leurs frères et sœurs. Il n'y a pas de jeunes enfants dans ces ménages. En effet, on pourrait même imaginer, nous n'avons pas les données pour le faire avec les PA, mais on pourrait même imaginer que peut-être ce sont des jeunes adultes qui peut-être ils ont eu des jeunes enfants, mais les jeunes enfants ont déjà quitté. Donc, ce sont des jeunes adultes qui se prennent soin de leurs parents. Mais qui quand même s'y mettent en première position. Donc, ils sont le répondant de la PA. Ça veut dire, on cherchait, on en discutait, on pensait, OK, quand moi j'étais étudiant, j'habitais encore avec mes parents, mais moi, j'aurais jamais répondu à une enquête officielle du gouvernement. Donc, ce sont quand même des gens qui ont un certain rôle dans ce ménage. Mais, selon Statistique Canada, ils sont classés comme un couple avec enfants. Parce qu'il y a un couple avec des enfants dans le ménage, c'est sûr, mais ce n'est pas la même perspective de la couple avec jeunes enfants à laquelle vous pensez quand on vous parle de couple avec enfants. Et en importance, en ampleur, c'est presque la même ampleur que les couples en union libre avec des jeunes enfants. Donc, c'est une partie non négligeable de ces ménages. Et c'est la même chose pour les parents seuls. Donc, les mères adolescentes qui Virginie ont étudié, ce ne sont pas seulement eux. Il y a aussi des adultes, une personne adulte qui se prend soin d'un de ses parents. Dans tous ces cas, c'est la mère. Donc, c'est un jeune adulte qui vit avec sa mère et peut-être avec ses frères et sœurs. Donc, dans notre recherche, veux-tu que j'en parle dans notre recherche ultérieure, la chose que nous voulons faire est de regarder l'association avec certaines caractéristiques, notamment le revenu, pour voir s'il y a une différence de revenu entre ces deux sous-groupes et les trois sous-groupes qu'on avait dans la diapositive précédente à l'intérieur de chacune des catégories. Donc, la chose qui nous a plus surpris quand nous avons fait l'analyse, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première configuration, c'est la couple marié avec enfant. Et moi, je me suis dit, j'ai fait une erreur. C'est pas possible, je m'attendais à la famille élargie, je m'attendais tout sauf un couple marié avec enfant. Mais ensuite, je me suis rendu compte que les PA, ce sont les autochtones en réserve, sont les urbains. Donc, c'est relativement normal
que la configuration familiale plus fréquente, c'est la couple avec enfants. Ça expliquerait aussi pourquoi les Inuits, il y aurait plus d'hétérogénéité parce qu'ils ont été recensés et sont... Exactement. Et donc c'est ça. Donc, ce que nous voulons faire, notre deuxième étape, c'est de faire la même chose sur le recensement, qui a les réserves aussi, et donc pour voir quelles sont les différences entre hors réserve et en réserve. L'autre problème sur lequel nous nous sommes un peu penchés est que, comme je vous ai dit, tout est mesuré par rapport aux répondants. Donc, on ne sait rien de quelle est la relation entre, disons, la personne en 5e position et la personne en 3e position. Nous n'avons pas tellement de situations, on se rend vraiment dans les top 30, mais ce sont les skip generations. Okay? Donc, si vous avez un grand-parent qui est sur la première ligne et ensuite vous avez un petit-enfant sur la 5e, c'est sûr que c'est grave, c'est sûr. Ça veut dire que le petit-enfant est le petit-enfant du grand-parent, mais ça peut être que ce petit-enfant est l'enfant d'un autre membre du ménage et vous manquez de mesurer cette relation. L'autre chose qui nous a limité ici est que dans le recensement, on l'a pas ici, l'âge et le sexe de tous les membres du ménage. Donc, ce que nous voulons faire est justement de voir qui est l'adulte en première position. C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui a plus de 19 ans, quel est son âge. Donc, on va le regarder un peu plus. De toute façon, notre mesure du ménage est limitée par l'approche de la résidence. Donc, on le sait qu'à l'intérieur de certaines communautés aussi, les relations familiales dépassent ça. Et il faut que je mentionne, les règles de confidentialité des Statistiques Canada ne sont pas vraiment adaptées à l'analyse des séquences. Donc, j'ai eu vraiment du mal quand j'ai sorti mes résultats parce que mon unité d'analyse devient le ménage. Et selon les règles des Statistiques Canada, je n'ai pas le droit de sortir ces résultats. Donc, j'ai dû faire un peu de manipulation pour me rendre dans une situation où je pouvais pondérer mes résultats, mais ce n'est pas évident et ça veut dire que toutes mes top 15 séquences et plus, je ne peux pas vraiment vous le montrer. On avait des très beaux graphiques, mais on ne peut pas. Donc, voilà, je pense que j'étais vraiment bien rapide, mais on a terminé. OK.